La première chose qui me frappe et qui m'a... Je vais parler de quelque chose qui va évoquer des choses à Alain que j'avais vu chez Air France avec Christian, qui m'avait beaucoup frappé à ce moment-là. C'est ce que vous dites ici sur les réductions d'effectifs sans tenir compte des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Alors, vous avez tout à fait raison. Dans les réductions d'effectifs, il y a effectivement les deux aspects. C'est-à-dire, si vous faites des réductions d'effectifs, c'est-à-dire si vous faites des gains de productivité physique, sans changer les modes de fonctionnement, c'est-à-dire la façon dont les gens qui restent, on va dire comme ça, excusez-moi, travaillent, mais dans ce cas-là, vous produisez un double effet pervers. Le premier, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire des risques psychosociaux. C'est-à-dire que vous allez accroître la pression terrible qui pèse sur les gens qui continuent le travail, alors que si vous faites évoluer leur modalité de travail, vous pouvez quand même réduire ça, et en même temps, vous détériorez la qualité pour le client. Parce que chaque fois qu'on fait des gains de productivité physique à mode de fonctionnement équivalent, on détériore la qualité pour le client. Donc, vous voyez, vous perdez des deux côtés et vous rentrez dans un cercle vicieux qui était tout à fait le cercle vicieux d'Air France, d'ailleurs, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent, donc vous faites des gains de productivité physique, ça se traduit par la détérioration de ce que vous proposez aux clients et vous perdez encore plus d'argent, etc. Vous êtes dans un cercle vicieux parce que vous n'avez pas réfléchi à l'adaptation de votre organisation à la réduction des effectifs. Vous voyez, ça, c'est un point qui est un point tout à fait capital. Alors, il y a un deuxième point, moi, qui m'intéresse, c'est ce que vous dites sur les actionnaires. Alors, n'étant pas un actionnaire, hein, mais néanmoins, j'aurais un peu de mansuétude pour l'actionnaire par rapport à vous. En tous les cas, je ne sais pas si c'est l'actionnaire ou si c'est les analystes financiers, ou c'est plutôt les deux, sans doute. Mais il est clair que vous avez raison de dire que ce qui encourage la paresse intellectuelle de façon exponentielle, c'est que la pensée financière a tué toutes les autres formes de pensée dans les entreprises. Voilà. Donc, par définition, si vous voulez, vous êtes d'autant plus paresseux intellectuellement quand il s'agit d'organisation, etc., que vous êtes totalement obsédé par le risque financier. Et alors, pourquoi vous l'êtes encore plus aujourd'hui? Parce que si vous y réfléchissez, dans la période l'actionnaire, il est comme tous les acteurs, il est opportuniste, comme on dit en économie. Donc, dans la période qu'on a appelée la période des 30 Glorieuses, moi, je comprends pourquoi on l'appelait 30 Glorieuses, je trouve ça extraordinaire, puisque la grande caractéristique de cette période des 30 Glorieuses, c'est que le produit était rare, c'est que le client n'avait pas le choix. C'est vous dire à quel point le client est un problème pour qu'on appelle ça les 30 Glorieuses, le jour où il est en situation d'emmerder personne. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Bien, eh bien, comme le client n'avait pas le choix, l'actionnaire, il a fait alliance avec ses propres salariés. Et il a fait de la marge avant sur le client. Donc l'actionnaire était sympa à cette époque. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque, ma foi, hein, voilà, c'est ce qui a permis que toutes les familles françaises s'équipent, que le niveau de vie s'élève, etc. Puisque, effectivement, on prélevait sur le client ce qui était nécessaire pour redistribuer dans l'entreprise. Puis les marchés se sont ouverts. Alors ça a été un drame. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a aujourd'hui qui voudraient les refermer, les frontières, les marchés, tout ça, etc. Donc, à ce moment-là, c'est le client qui a repris le pouvoir sur les entreprises. Et comme l'actionnaire est opportuniste, hop, il a changé son alliance, il a fait l'alliance avec le client contre ses propres salariés. Et il s'est mis à faire de la marge arrière. Donc la marge arrière fait que les conditions du travail se sont détériorées, alors qu'elles avaient pendant longtemps, elles s'étaient améliorées de ce point de vue-là. Vous voyez ? Et c'est ce qui explique que la pensée financière a tué toute autre chose dans les entreprises. Alors, il y avait aussi autre chose... Ah oui, la notion de benchmark, qui est une notion... là aussi, on peut s'amuser. Les cabinets de conseil là-dessus sont merveilleux. Vous faites un travail pour une entreprise, et ensuite le travail que vous avez fait pour une entreprise, vous le revendez à une autre entreprise. Concurrent de préférence.
Non, non, pas spécialement. Et puis ensuite, ça vous fait 2 entreprises. Donc le travail fait pour 2 entreprises, vous le vendrez à une 3e. Donc ça, c'est du processus commercial inattaquable. En même temps, vous comprenez que le benchmark est, de par sa nature, extraordinairement conservateur. C'est-à-dire, ça favorise le mimétisme. Ça pénalise complètement l'innovation. Pardon? C'est pas Océan Bleu le benchmark. Non, c'est pas Blue Ocean le benchmark, c'est l'inverse de Blue Ocean le benchmark, vous voyez. Et donc là, il y a un phénomène à travers ça qui amène à reproduire, à minimiser le risque et à reproduire toujours les mêmes choses. Alors, imaginez pour le client, et qu'est-ce qu'il y a écrit? Et prédécidé pour lui. Hein. Ah, voilà. Sans analyser, c'est... Alors voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'écouter le client? C'est une bonne question, écouter le client. Moi j'utilise généralement une formule qu'il faut expliquer, parce que sans ça, elle paraît très manipulatoire. Je dis toujours, écouter le client, ça n'est pas lui demander ce qu'il veut, c'est le lui dire. Mais alors, si vous le prenez au premier degré, la formule est manipulatoire. Ce n'est pas dans ce sens-là que je l'utilise. Je l'utilise dans le sens où le client, vous ne pouvez pas être sûr que spontanément, il sait ce qu'il veut. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas une entreprise qui va aller trouver son client en disant « tant que vous ne savez pas ce que vous voulez, hein, tant pis, vous reviendrez me voir quand vous saurez ce que vous voulez ». Donc, c'est vous qui, en écoutant le client, vous allez être capable de reconstituer ce que veut le client. Et le client aura le sentiment que vous l'avez écouté si vous allez le voir en disant « mais après vous avoir écouté, voilà ce que j'ai compris ». Et ensuite, et c'est là où c'est très intéressant, vous ne pourrez satisfaire le client que si vous êtes capable d'adapter votre... J'ai presque fini. Bon, d'adapter votre organisation à l'attente du client. C'est-à-dire que satisfaire le client, c'est avoir un mode de fonctionnement qui correspond à l'attente du client. L'exemple le plus classique, alors je m'excuse de le réutiliser, c'était celui de l'aérien qui a fait... voilà, quand vous avez des gens qui disent l'attente du client, c'est la sécurité. Non, la sécurité, c'est un prérequis pour prendre l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous volez sur un avion, votre attente, ce n'est pas la sécurité, c'est parce que vous pensez que vous êtes en sécurité. Voilà. Donc, on avait bien étudié, c'est British Airways qui avait fait ça d'ailleurs, que l'attente du client, c'est ce qu'ils appelaient, après ça s'est baladé dans toutes les entreprises, le seamless, le sans couture. Mais c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'interruption dans le processus que suit le client. Mais le seamless, c'est une question d'organisation. Donc, vous voyez, et je vous renvoie tous d'ailleurs à la lecture d'un auteur américain, qui est une dame qui s'appelle Rosabeth Moss-Kanter, qui avait écrit un livre qui s'appelle, je crois, When Giants Learn to Dance, traduit en français par l'entreprise en éveil, d'ailleurs, ce qui n'a aucun lien, dans lequel elle écrivait, et très bien, plus vous êtes dans des systèmes concurrentiels, et moins c'est le produit qui fait la différence. Parce que plus vous êtes dans des systèmes concurrentiels, plus les produits offerts par les différents opérateurs sont les mêmes. Ce qui va faire la différence, c'est la façon dont vous offrez le produit, ou la façon dont vous fabriquez le produit, c'est-à-dire c'est fondamentalement votre organisation.